Daniel Megerditchian, on est ici au Centre national de la mémoire arménienne à Dessines, dans le Rhône, près de Lyon. On est à quelques semaines du 100e anniversaire du génocide. À grands traits, parce qu'il faudrait passer des heures et puis consulter des livres d'histoire, est-ce qu'on peut rappeler ce qu'a été ce génocide qui a concerné plus d'1 million de personnes? Oui, à grands traits, plus d'1,5 million de personnes arméniennes ont été chassées de leurs terres ancestrales, sur lesquelles ils vivaient depuis 3000 ans pratiquement. Et ce génocide a le triste privilège d'avoir été le premier génocide du XXe siècle. Le mobile, c'était l'élimination d'une population autochtone de ces terres pour permettre un grand projet de constitution d'un espace vital, le projet pantouranien. Vos auditeurs regardez ça dans un dictionnaire, créer un grand empire homogène autour de la race et de la langue turque qui irait de Constantinople jusqu'en Asie centrale. Comment est-ce qu'on peut expliquer que ces jeunes Turcs qui avaient pris le pouvoir quelques années avant, en 1908, dont certains étaient imbibés complètement de la philosophie des Lumières, de la Révolution française, aient pu provoquer ce génocide qui a tué plus d'1,5 million de personnes? Il y avait deux courants chez les jeunes Turcs. Un courant libéral, inspiré par l'universalisme, les Lumières, l'égalité des droits, qui réclamait l'ottomanisme. L'égalité des droits entre toutes les minorités de l'Empire ottoman. Les Arméniens, les Grecs, les Juifs, toutes les composantes ethniques de l'Empire ottoman ont adhéré à cette révolution. Mais il y avait aussi un second courant, un courant ultranationaliste, inspiré de thèses racistes, inspiré aussi du darwinisme social, qui voulait que certaines races supérieures avaient le devoir et le droit vital de se défendre, de réserver leur pureté pour constituer un espace vital où le génie de leur race pourrait se développer. C'était des jeunes Turcs militaristes qui rapidement ont pris le pouvoir. Dès 1909, il y a les massacres des Arméniens à Adana, 30 à 40 000 victimes, qui sont comme un ballon d'essai, voir si les puissances réagiraient à l'extermination de civils. Elles ne l'ont pas fait. L'éclatement de la Première Guerre mondiale leur donnera l'occasion d'appliquer leur plan diabolique d'extermination de tous les civils. Là aussi, recherche d'explication, au même titre que les armées alliées ne sont pas intervenues au moment où se provoquait la déportation et le génocide de la Shoah, même si elles en étaient informées. Comment est-ce qu'on peut expliquer que eh bien, le pacte entre l'Angleterre, la France et la Russie n'ait pas conduit justement à venir défendre et contrecarrer ce génocide? Alors, pour ce qui concerne la France, les batailles sur les frontières, puis à l'intérieur des départements du Nord-Est, faisaient que le pays était véritablement occupé. La Grande-Bretagne a tenté un débarquement aux Dardanelles pour prendre Constantinople et faire sortir l'Empire ottoman de la guerre. Ça a été un échec retentissant. Pour la Russie, il y a eu une campagne. Certains des survivants du génocide étaient des insurgés de Van qui, sachant ce qui se passait un peu plus loin, à l'ouest, dans l'Empire ottoman, n'ont pas attendu sagement d'être massacrés, mais se sont organisés en autodéfense. Et c'est l'armée russe, tsariste, qui est arrivée, qui était victorieuse sur le front du Caucase, qui est descendue, qui est arrivée jusqu'à Van, et qui a permis le sauvetage de cette population. En revanche, le sort de civils, pendant une guerre mondiale qui implique des États et leurs armées, passe malgré tout au second plan des préoccupations. Les seuls à avoir tiré la sonnette d'alarme un petit peu, si j'ose dire, étaient les puissances neutres, l'Italie, les États-Unis jusqu'en 1916, qui, par leur consulat, leur représentation diplomatique qu'il y avait encore dans le pays, ont pu décrire et rendre compte pratiquement au jour le jour à leur chancellerie quelles étaient les atrocités qui étaient commises contre les Arméniens. Le monde savait que jour après jour, on exterminait un peuple. Ultime question, dans ce qui a été donc le premier génocide ici mondial et en particulier, enfin mondial, dans le premier en Europe et au XXe siècle, on retrouve en fait les caractéristiques de ce que sera ensuite la Shoah, c'est-à-dire incendie, gazage de personnes,
quasiment anticipation, d'une façon raisonnable, hein, et les mots devant être comptés, entre ce que sera les chambres à gaz ou les fours crématoires. Oui, il y a beaucoup de ça. Surtout le point le plus fort, je pense, dans la similitude, c'est la parfaite planification des opérations. Les moyens ensuite diffèrent évidemment, mais la planification, l'engagement total d'un État dans une entreprise de destruction d'une partie de sa population, et tout ce que ça implique comme décision administrative, bureaucratique, tout en gardant le secret et le négationnisme dès l'origine, hein, dès 1915-16, les jeunes Turcs qui procèdent au génocide publient des textes où ils inversent la question et les responsabilités. Ils parlent de massacres de musulmans par les Arméniens, ou de Turcs par les Arméniens. Donc on se retrouve dans la planification, dans le négationnisme, et surtout dans cette idée de domination raciale qui justifie tout, et la constitution d'un espace vital arien nazi dans le cas de la Seconde Guerre mondiale, pan-turc dans le cas du génocide des Arméniens, dans une série de facteurs effectivement très très analogues.